Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et ce 3 janvier, ce n'est pas seulement la rentrée d'André Berkov, c'est aussi la rentrée des enfants qui, dès 6 ans, seront masqués puisque Jean-Michel Blanquer a dévoilé un nouveau protocole hier soir, la veille de la rentrée. On va également parler du pass vaccinal avec une actrice engagée dans cette crise, Béatrice Rosen, qui a notamment joué dans Batman, le film 2012 et la série Charmed. Bonjour. Bonjour, bonne année à tous les auditeurs. Je vous souhaite plein de bonheur. Et qu'y a-t-il de plus beau que d'embrasser, de rire, de chanter et de vivre? Absolument. Et de faire la fête. Exactement. Et les gestes barrières, c'est très bien, mais quand il y a barrière, c'est peut-être pas le plus important. Enfin, protégeons-nous, ouais. On est d'accord. Alors, Béatrice Rosen, vous avez 2 enfants, une fille de 3 ans et un garçon de 6, c'est ça? Exactement. Donc, votre garçon de 6 ans est à l'école depuis aujourd'hui, hein, exactement. Et depuis septembre, il est rentré dans une nouvelle école et il n'a jamais vu le visage de sa maîtresse. Voilà. Ah oui, qui était masqué depuis septembre. Qui est masqué depuis septembre. Mon fils est masqué de 8h20 du matin à 18h. Et pratiquement sans arrêt. Sans arrêt, ni pendant... Alors, il y a juste la cantine, mais toutes les récréations, c'est masqué. Le sport est masqué. Mon fils doit jouer au foot avec un masque, quand même, il faut le savoir. Ah, pendant les épreuves de sport, oui, absolument. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, les enfants sont masqués. Et donc, à partir de vendredi, je crois, ils ont imposé, ou d'aujourd'hui, on ne sait plus, on s'y perd. Le masque aussi dans les espaces publics aux enfants à partir de 6 ans, c'est-à-dire que mon fils, dans la rue, vous voulez dire partout. Dans la rue, partout, dans les magasins. Donc en fait, il n'y a qu'à la maison. La maison est un sanctuaire où mon fils peut respirer. C'est ça, il n'y a qu'à la maison. Mais dès qu'il descend, il va dans la rue, sur le trottoir, dans un jardin public aussi. Partout. C'est-à-dire que ces enfants vont grandir dans un monde où les gens n'ont pas de visage, n'ont pas de sourire, n'ont pas de visage. Et jusqu'à présent, ces univers-là, où les gens n'avaient pas de visage, ne se voyaient que dans des films de science-fiction, ne se voyaient que dans des tableaux d'horreur. Enfin voilà. Vous vous rappelez de ce célèbre film de Pink Floyd, The Wall? Je parle du film, évidemment. Où on voyait les enfants masqués. Je me rappelle, cette classe, c'était extraordinaire, cette image, on se disait, ouais, mais c'est de la science-fiction, on verra jamais ça, quoi. Absolument, et on y est. Et c'est un monde complètement déshumanisé, où les gens ne savent plus ni sourire, ni rire, comme on le disait juste avant. Et c'est terrible, et en fait, ils ont réussi à infantiliser les adultes et faire grandir trop vite les enfants. Et à les culpabiliser. Dans ma famille, il y a un petit garçon qui n'est pas mon fils, qui a contaminé ses grands-parents, mais voilà, qui n'ont pas fait de forme grave, et il était inconsolable. Il portait cette culpabilité terrible, alors que personne ne l'a culpabilisé dans la famille, mais c'est le poids de la société et des mesures. Il y a un film là-dessus, vous voyez, où la grand-mère qui embrasse ses petits-enfants et elle se retrouve avec des tuyaux un peu partout. Absolument, c'est terrifiant. Mais alors, qu'est-ce que vous dites, Béatrice Rosen? On entend ça, mais écoutez, les gens vous disent, oui, d'accord, c'est très sympa ce que vous dites, c'est très bien, on comprend. Mais en même temps, écoutez, il y a le Covid, il y a la maladie, elle se répand, et il faut bien quand même prendre des précautions, sinon on fait quoi? Alors, moi, j'ai pris des précautions depuis le début. Je ne suis absolument pas une contre-tout ou une anti-tout, comme ils les appellent. Je suis pour les mesures qui ont un sens. On sait que le masque en extérieur ne sert à rien. Pourquoi on nous remet le masque en extérieur, y compris aux enfants? On sait qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien, mais on nous les met. C'est presque... Ce sont des mesures presque vexatoires d'affichage. Ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien faire tout dans la vie, si ça a un sens et si ça aide. Moi, les masques, j'en avais acheté au tout début. Quand j'ai entendu qu'il y avait une épidémie en Chine, mon mari et moi, on a acheté des masques sur Internet. On a fini par les donner à l'EHPAD de ma grand-mère parce qu'il n'avait pas assez de masques. Donc nous, petits nous, avons fourni en masques, pas énormément, la quantité qu'on avait, l'EHPAD de ma grand-mère. Vous vous rendez compte? C'est effrayant comme gestion. Et alors, mais comment vous expliquez? Alors oui, mais rappelez-vous aussi, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, le masque était inutile pendant quelques mois quand même, etc. Mais en fait, tous vous disent, encore une fois, je ne joue pas l'avocat des vaccinistes, mais quand même, et après tout, le vaccin peut avoir son utilité, mais quand ils vous disent, oui, mais alors attendez, on l'avance en marchant, personne ne savait ce que c'était que ce virus en janvier 2020 ou en novembre 2020, où on avait entendu parler, mais on ne savait pas grand-chose. Et puis effectivement, maintenant ça fait 2 ans, ça fait très exactement 2 ans. Et vous dites, vous, qu'au bout de 2 ans, on en est au même point de gestion à l'aveugle, quelque part. En fait, moi je n'accuse personne. Je pense que c'est une crise qui doit être très très difficile à gérer. J'aimerais pas être à leur place, il n'y a pas de souci. Ce qui me pose problème, c'est que si on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas.
Voilà, on n'impose pas des choses à l'aveugle sans être sûr. Il s'agit de millions et de millions de gens. Quand on ne sait pas, on n'impose pas. On explique quelles sont à ce jour les connaissances scientifiques que l'on a et on n'essaye pas de confisquer le débat en disant que toute personne qui pose une question est anti-vax ou anti-ceci ou anti-cela. Ces termes binaires pour gérer une crise, pour moi, sont irresponsables et contraires même à la science, parce que la démarche scientifique, c'est de poser des questions, c'est de chercher des preuves, d'être extrêmement rigoureux et voilà. Oui, mais alors ils vous diront qu'une discussion scientifique est effectivement un lieu où on se pose des questions et on cherche, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Nous, on n'est pas les scientifiques, on est des politiques, on doit gérer le public. Et le vrai problème qui est posé, c'est que, excusez-moi, ils ont parlé d'une pandémie, alors qu'il faut le rappeler, 0,05% de morts. C'est ça le problème aussi qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, on a traité des milliards de personnes, parce qu'il n'y a pas qu'en France, dans le monde, comme si les milliards étaient des malades qui s'ignoraient. Exactement. Je pense qu'il y a une grosse confusion, encore une fois, tout le monde l'a dit, entre les cas, les malades, symptomatiques, asymptomatiques, les hospitalisations, les morts. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense que tout le monde a tout mélangé. Et je ne sais pas si on va venir au pass vaccinal, mais... Oui. Oui, parce que cet après-midi, comme vous le savez, ils vont en débattre. Manifestation à 17h, je ne le savais pas. À l'Assemblée nationale. Oui, tout le monde est convié, enfin ceux qui veulent y aller, devant l'Assemblée nationale, puisque les députés vont discuter du pass vaccinal. Alors pour vous, le pass vaccinal, il est hors sol, il répond. En fait, à partir du moment où un vaccin qui est un traitement préventif apparemment qui dure 3 mois, puisque maintenant on doit se refaire une dose tous les 3 mois. Pour une maladie que beaucoup de gens ont déjà eu, donc déjà un traitement préventif pour une maladie que beaucoup de gens ont déjà eu, beaucoup ne l'ont pas eu, mais tout le monde n'est pas à risque de faire une forme grave. Donc déjà, on applique à la totalité de la population quelque chose que peut-être il faudrait cibler sur les personnes qui sont à risque, en leur donnant un choix libre et éclairé, en leur expliquant pourquoi, effectivement, ils ont plus de bénéfices que de risques. Encore une fois, moi, je ne suis anti-rien. Je suis pour des mesures qui marchent. Mais quel est le but de ce pass vaccinal ? Le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, de toute façon, dans les lieux où seront appliqués ce pass, les gens pourront quand même faire circuler le virus. Transmettre, oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est le but final du gouvernement avec ce pass ? Est-ce qu'on veut une société dans laquelle on est déchu de ses droits fondamentaux, potentiellement tous les 3 mois, si on refuse la dose N+1 ? Parce qu'il parle d'anti-vax, mais même si tout le monde était vacciné, quelle est la suite ? On continue comme ça tous les 3 mois et on menace les gens de perdre leurs droits fondamentaux tous les 3 mois s'ils refusent de faire leur dose N+1, leur deuxième, leur troisième, leur quatrième, leur 10e, leur 27e. Aux Pays-Bas, ils ont déjà annoncé 6 doses. Où est-ce qu'on va ? Où est la fin de crise ? Où est la stratégie de sortie de crise ? On va continuer d'en parler. Stratégie de sortie de crise, c'est très important. On est tous concernés. Après les informations, avec Béatrice Rosen et avec vous, auditeurs de Sud Radio, on vous attend juste après les informations. Absolument, et Béatrice Rosen nous fait le plaisir de rester avec nous jusqu'à 14h, donc vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états. Non, c'est Jean-Michel Blanquer qui est dans tous ses états. Il ne veut pas fermer les écoles et il a tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, les mesures ont été prises, annoncées hier. Donc, multiplication des tests pour les élèves. Si un élève est cas contact, eh ben, tous les enfants, ils auront 3 tests. On va tout tester, effectivement. Forte incitation à la vaccination des 5 à 11 ans et un appel aux maires pour doter leurs écoles en capteurs de CO2, parce que les capteurs de CO2, nous, on en a ici dans le studio, eh bien, c'est du pouvoir des municipalités. Alors voilà, 3 tests possibles par élève. Vaccination. Alors, la citoyenne, l'actrice, la parent d'élève Béatrice Rosen, vous allez faire vacciner votre fils de 6 ans ? Pas pour l'instant, non.
voilà, j'espère que ce sera jamais obligatoire. On verra avec l'évolution des connaissances. Encore une fois, je ne suis pas anti-tout, mais je veux prendre mes précautions pour mes enfants. Ensuite, pour les tests, je trouve ça normal qu'on teste les enfants. Maintenant, j'aimerais demander à Jean-Michel Blanquer où sont les tests salivaires, parce que des tests dans le nez à des enfants, ça leur fait mal. Moi, mon fils de 6 ans ne le supporte plus. Il a été tellement testé l'année dernière, en fait, qu'il fait maintenant une phobie du test. Quand on va en pharmacie, on est obligé de lui tenir la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il se débat, il pleure, c'est des hurlements. Voilà. Et donc, 3 tests. Ils ont eu, par exemple, il a eu combien de tests depuis septembre? Beaucoup, parce que les classes, l'année dernière, sa classe a fermé de nombreuses fois pour une semaine, puisqu'avant le protocole était différent. Donc voilà, les tests pour les enfants, ils devraient fournir des tests salivaires. Les pharmacies, il faut savoir que toutes les pharmacies n'en font pas. Donc quand on doit aller chercher, ils nous appellent parfois à 11h, à 14h, venez chercher vos enfants voilà, pour faire tester votre enfant. On erre dans tout Paris pour trouver des pharmacies qui acceptent de faire des tests salivaires. Donc déjà, où sont les tests salivaires? Et ensuite, où sont les purificateurs d'air? Il faut savoir que moi et mon mari, l'année dernière, on avait proposé à l'ancienne école de notre fils d'offrir un purificateur d'air pour la classe. Ça nous a été refusé. Pourquoi? Parce que par rupture d'égalité avec les autres classes, ou parce qu'ils n'avaient pas le droit d'accepter, enfin pour des raisons qui finalement mettaient en danger quelque part peut-être la classe et la maîtresse, qui auraient été ravis certainement d'avoir un purificateur d'air gratuit. Et comment votre fils, parlez de votre fils puisque votre fille est encore trop jeune pour cela, comment il a vécu, on en a parlé en début d'entretien, Béatrice Rosen, comment il a vécu le masque? Comment il le vit? Il le vit franchement. Est-ce qu'il ne s'est pas habitué en disant, bon, c'est un gosse de 6 ans, bon, maintenant on porte des masques, Alors, il s'est habitué, mais les enfants s'habituent à tout. Ils n'ont pas de référence autre, donc ils s'habituent. Sauf à la maison, voilà. Sauf à la maison. Mais à partir du moment où on leur impose quelque chose, sous peine d'être puni, voilà, mon fils, je lui ai dit, si tu veux, pendant la récréation, si tu cours ou quoi et que tu n'arrives pas à respirer, baisse-le, parce qu'il me dit régulièrement qu'il n'arrive pas à respirer avec le masque. Donc je lui dis, baisse-le un petit peu sous le nez. Et il me dit, et il a peur. Je vois tout de suite dans ses yeux, non, j'ai pas le droit. Donc voilà. Ensuite, le confinement l'a beaucoup marqué. Maintenant, depuis le confinement, dès qu'on reste le premier confinement. Depuis qu'on reste à la maison, peut-être 48 heures, parce que on a la flemme de sortir ou qu'il pleut ou quoi que ce soit, je sens il a vraiment de l'anxiété visible. Il a besoin de sortir par rapport à ça, chose qu'il n'avait pas avant. C'est un exemple parmi d'autres. Et ça joue. Et dites-moi, dans les EHPAD, est-ce que, je sais pas, si vous avez des parents ou des beaux-parents qui sont... Alors, j'avais une grand-mère qui était donc dans un EHPAD. Je vous ai dit, on a donné des masques. Ma grand-mère est décédée fin septembre. C'était vraiment un des grands amours de ma vie. Donc, évidemment, je suis très triste. Et je pense d'ailleurs à toutes les personnes qui ont perdu pendant cette crise un être cher, du Covid ou non. Ma grand-mère n'est pas morte du Covid, et ce serait plutôt lié à un syndrome de glissement. Alors évidemment, elle avait 101 ans, donc on va me répondre, elle était très très âgée, effectivement. Mais mon cœur va vraiment à tous les résidents d'EHPAD à qui on a imposé des restrictions et un isolement terrible. Par exemple, pour ses 100 ans, on a eu le droit à 20 minutes avec elle. 20 minutes pour fêter ses 100 ans. Et donc, ces personnes n'ont plus vraiment de raison de vivre. On les empêche de voir la seule chose qui... Et on a contingenté effectivement les visites des familles, des enfants, des petits-enfants, etc. etc. C'est vrai que ça a introduit un certain nombre de choses. Et si je peux me permettre, pas uniquement dans les EHPAD. Les Petits Frères des Pauvres ont dit qu'il y avait 500 000 personnes en France en situation de mort sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent seuls. J'ai même entendu le témoignage d'une personne, il me semble de la Poste, qui disait que parfois des gens appellent pour les supplier, même demander s'ils peuvent payer pour que quelqu'un vienne vérifier de temps en temps, ou les appelle de temps en temps pour voir s'ils sont pas morts seuls chez eux. Écoutez, moi, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont en une solitude totale et qui ont soit perdu leur famille, soit qui n'ont plus de rapport, etc. Et c'est vrai que... Et toutes ces restrictions ne font qu'aggraver cette tendance qui, évidemment, la solitude des anciens existait avant, mais... ça renforce ça. En fait, moi j'aimerais bien, je ne sais pas si on a des auditeurs, Thibaut, en tout cas préparons-les,
qu'on les accueille, oui, et je voudrais qu'on commence à dialoguer avec Béatrice Rosen et avec les auditeurs du Sud Radio que nous n'avons pas entendu, nous, personnellement, depuis effectivement 15 jours, et qu'on est ravis de retrouver. Et moi, j'avais peut-être une question simplement à vous poser. Vous êtes la seule actrice avec Annie Dupéret de mémoire à vous opposer à ce pass vaccinal. Comment vous expliquez-vous ce silence des artistes du showbiz face à cette crise? Je pense que comme dans tous les milieux, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui soutiennent les mesures du gouvernement. Il y a des gens qui sont absolument sidérés par ce qui se passe, qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas forcément intéressés, donc ils ne se mêlent pas. Et il y a des gens qui pensent comme moi, qui m'envoient des messages en privé, en message privé, et qui me disent bravo, continue, je pense comme toi, mais qui n'osent pas, qui ont peur de représailles. Et tout cela, donc, est un symptôme de cette espèce de tabou, de on va dire, en exagérant un peu, de terrorisme intellectuel qui fait que on n'ose pas donner son opinion, on n'ose pas douter, on n'a pas le droit au scepticisme, comme l'excellent texte de Michel Onfray. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous allez prendre la parole dans un instant. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on vous écoute, et on est heureux de vous retrouver, et surtout très bonne et très libre année à vous. Absolument, on va s'épargner les amabilités, mais on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes à tous ceux qui nous écoutaient. Et nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, et puis une bonne et heureuse année à vous, André, Madame Rosen, que je suis sur Twitter depuis un petit moment, avec surtout beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et puis la liberté. Merci Pierre. Merci. J'ai eu la chance d'intervenir chez vous et de poser une question assez grave au professeur Montagnier il y a quelques semaines, et puis là aujourd'hui je reviens avec un peu plus de légèreté. Allez-y. Je voudrais rappeler quand même que moi je suis marseillais d'origine, ma famille a été soignée par le professeur Raoult. Je voudrais quand même rappeler que c'est une actrice de porno qui a écrit un des articles contre la chloroquine dans Lancet. Dans le Lancet, oui, on s'en rappelle. Oui. Voilà. L'article bidon complet du Lancet de l'époque, oui. Voilà. D'ailleurs, moi, vous savez, c'est pas ma carrière d'être chanteur, mais je suis en train d'écrire un morceau qui s'appellera La pipe du Lancet, avec tout le respect que j'ai pour les femmes, parce que je veux dénoncer les choses en chantant, parce que je sais plus comment les dire. C'est très bien, alors, c'est très bien. Ma question aujourd'hui va s'adresser à Mme Rosen. Moi, j'ai un gamin que j'ai retiré de l'école, puisqu'on est assez instruit pour faire l'école à notre enfant. J'avais quand même une qui continue à aller à l'école, mais mon petit gamin de 11 ans, il n'avait plus envie de porter le masque, il n'arrivait plus à respirer. Donc je pense que j'avais commis quelque chose de plutôt bien pour mon fils. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que on se dit les choses, on se dit ce qu'on pense, plutôt uniquement dans le cercle familial. Je voulais savoir comment vous êtes perçu avec vos positions autour de vous par des relations professionnelles, vos amis, parce que c'est assez difficile pour nous. Béatrice Rosen, comment êtes-vous perçue alors, eu égard à vos positions publiques, bien sûr? Écoutez, il y a de tout. Il y a des gens qui sont 100% d'accord avec moi. Ma famille est en général sur les mêmes positions que les miennes, qui ne sont pas extrêmes. Pas du tout. J'essaie juste de chercher un sens à tout ça. Et dans mon activité professionnelle, personne n'a osé me dire quelque chose. On vous a tweeté quand même. On m'a tweeté. Oui, voilà, c'est ça. J'ai des petits trolls du milieu qui parfois m'envoient un petit coup comme ça avec un tweet, et puis vite ils me bloquent derrière parce que ils peuvent pas encaisser la réponse. Donc voilà, honnêtement, j'aime profondément mon métier. C'est ma passion depuis que je suis toute petite. C'est ma vocation depuis que j'ai 2 ans. Donc vraiment, c'est tout pour moi. Mais vivre dans un pays libre est encore plus important pour moi. Augustin. Merci beaucoup Pierre pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Brigitte qui nous appelle du Bas-Rhin. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour, moi j'appelle pas du Bas-Rhin, j'appelle de Nandy, en Seine-et-Marne, dans le 77. Ah d'accord. Alors bonjour de la Et Seine-et-Marne. pas non plus de l'Élysée évidemment. Bonjour, tout d'abord, bonne année à tous vos auditeurs et à vous aussi, évidemment, votre invité. Merci. Déjà, je voulais vous remercier pour le courage que vous avez d'exposer vos positions, parce que c'est pas toujours évident. Et j'en sais quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de pas vacciné. C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Je suis ni stupide, ni inconsciente, ni complotiste. Je suis une personne malade, en plus, malade d'une maladie pulmonaire et incurable, et dégénérative de naissance. Et je suis désolée, bon, même si j'ai confiance dans la médecine, je lui dois beaucoup. Il y a des médicaments que j'ai pris et d'autres pas. Voilà. Et
je devais mourir à 30 ans, j'en ai 53, je me porte aussi bien que possible avec ce que j'ai. Et je ne me vaccinerai pas avec les vaccins de Pfizer et compagnie parce que l'État me le demande. Je suis désolée, je refuse ça. Je suis arc-boutée sur la liberté individuelle de prendre ou pas un médicament. Et ça, moi je suis désolée, j'ai aussi le droit de faire confiance à mon instinct. Et moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que jamais aucun journaliste n'a demandé à un médecin sur un quelconque plateau pourquoi, enfin à quel moment, si vous voulez, les gens arrivent à l'hôpital. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu le Covid autour de moi. Moi, j'ai rien attrapé, voilà. Et en règle générale, les gens, on les laisse chez eux avec du Doliprane pendant je sais pas combien de temps. Et après, évidemment, ils décompensent s'ils arrivent à l'hôpital. Mais il n'y a aucun journaliste qui demande jamais à un médecin qui est sur le plateau combien de temps est-ce que la personne qui est arrivée à l'hôpital est d'abord restée chez elle sans soin. Déjà. Ensuite, j'estime qu'on nous raconte tout un tas d'histoires parce qu'on est 67 millions en France. 67 millions en France, 123 000 décès en 2 ans. Donc c'est quand même, enfin je sais pas, c'est pas Ebola, c'est pas la peste noire. Donc c'est triste les gens qui décèdent du Covid ou d'autres choses. Mais on a 19 000 hospitalisations là à aujourd'hui du Covid. On est 67 millions. On vous dit les réanimations sont pleines, comme si c'était des milliers de gens qui étaient en réanimation. Une réanimation c'est 10, 15, 20 lits. Dans les grands hôpitaux, c'est peut-être 30 lits, mais c'est le grand maximum. Je ne comprends pas cette hystérie collective. Je ne comprends pas. Moi, j'ai vu des effets secondaires délétères du vaccin sur mon père, qui a aussi la maladie d'Alzheimer. J'ai vu ce que ça a fait sur lui. 3 fois de suite, elle a vraiment pas été bien du tout. Sur d'autres personnes. Il a fait ses 3 doses. Il a fait ses 3 doses. Malheureusement, bah oui. Parce que si vous voulez, moi, je prends la décision pour moi, mais mon père devait aller à l'hôpital pour ses soins, pour son Alzheimer et voir des médecins. Donc, il était obligé d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir faire ses soins. Pour aller à l'hôpital faire ses soins aujourd'hui, non mais il faut le rappeler aux auditeurs du Sud Radio, il faut un pass sanitaire. C'est un scandale. Je veux dire, si vous y arrivez enfin comme ça aux urgences, on vous le demande pas, mais quand vous allez vous faire soigner, par exemple moi mon pneumologue, je n'irai plus le voir. Voilà, je dois le voir régulièrement, je n'irai plus parce que j'ai pas de passe sanitaire. Et tout est à l'avenant. Si vous devez voir quelqu'un à l'hôpital, vous ne pouvez pas y aller. Et donc mon père, je l'ai fait vacciner parce que je suis son curateur et parce que bon, je prends la décision pour moi en toute conscience, mais pour mon père, je suis bien obligée de suivre ce que me disent les médecins. Et ben moi j'ai vu, là on a passé Noël à l'hôpital. Voilà, il a eu son injection de 22 et puis après il n'a pas été bien, il a commencé à souffrir du cœur, etc. La fois d'avant il nous a fait un AVC à la première injection, la deuxième injection il a fait une thrombose et en plus le médecin des urgences me dit pourquoi vous l'avez fait vacciner. J'ai demandé s'il se foutait pas de moi quand même. Et le problème, c'est que les médecins ne font pas les remontées des effets secondaires. C'est pas vrai. Moi, je l'ai vu sur d'autres personnes qui sont dans les EHPAD. Certains le font. Faut pas généraliser. Oui, mais alors pas tous. Parce qu'on vous dit toujours, ah, mais vous savez, on n'est pas sûr que ça soit le vaccin. Bah oui, évidemment. Quand vous êtes malade, forcément, c'est pas le médecin. Moi, je rappelle quand même juste un article du Code de la santé publique, l'article 1111-4 du Code de la santé publique. On vous dit que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Alors, je veux bien que l'État et la Macronie s'assoient sur toutes nos libertés individuelles, mais enfin, quand même, à un moment donné, j'aimerais que les gens réagissent. Je veux dire, on n'est plus là dans un truc, je sais pas, c'est une hystérie totale. Je comprends pas. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Brigitte, vous n'êtes pas la seule à ne pas comprendre. Il y a effectivement, c'est un débat qui court. Il y a eu des questions qui ont été posées. En tout cas, votre témoignage rejoint le témoignage d'un certain nombre de gens. Après, les autres vous disent, mais dans certains cas, vous savez, personne n'est égal à personne. Dans certains cas, c'est très bien de se faire vacciner. Dans d'autres cas, non. Je ne joue pas à Salomon. Je dis simplement que les choses sont très, très difficiles. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que les informations ne passent pas assez là où elles devraient passer dans un certain nombre de grands médias, où elles ne sont pas assez diffusées ni assez dites. Et j'ai raconté ce qui s'est passé notamment avec Monsieur Palombi. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Bon, c'est très, 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 très difficile, mais vous avez tout à fait raison de poser le problème. Et Béatrice Rosen, simplement une question, puisque vous êtes une actrice franco-américaine. Est-ce que vous voyez des différences dans la gestion ou dans la contestation entre les deux pays, dans la gestion de crise, dans la contestation des peuples ? Alors, j'ai passé tout le temps de la crise en France, donc je n'étais pas là-bas. Mais il faut savoir que là-bas, selon les États, la gestion de crise est complètement différente. En Californie, c'était très restrictif par rapport à la Floride, qui était très ouverte. D'ailleurs, donc, la contestation, mais tout est très politisé, c'est regrettable, parce que dans des enjeux aussi importants de santé, c'est dommage que tout ça soit politisé. En tout cas, merci Brigitte pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Emmanuel qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Madame Rosen. Alors je vous écoute depuis tout à l'heure avec beaucoup d'attention et il en sort qu'il y a effectivement deux types de personnes aujourd'hui. Vous avez des gens qui, comme vous, sont informés des lois, mais la plupart d'entre eux, aujourd'hui, qui voyagent, qui subissent ça au quotidien, ils n'ont pas toujours un code de la santé avec eux sous le bras et ils sont pas toujours capables de montrer effectivement les articles qui les protégeraient. Moi, je m'adresse à vous, Madame Rosen, parce que vous avez évoqué les enfants et les enfants, c'est important. C'est la génération de demain, c'est ceux qui un jour prendront des décisions importantes. Oui. Et moi, j'ai juste une question et peut-être une suggestion à vous faire. Vous savez que les enfants ont quelquefois le bon sens que les adultes n'ont pas. C'est assez sidérant. Et j'aurais presque envie de vous dire, vous êtes dans le monde justement de la culture, de l'expression artistique. Il y aurait peut-être, sur le modèle de Les enfants au tableau, l'émission connue, de faire intervenir les enfants, peut-être organiser ça dans les écoles sur le thème « Si j'étais docteur ». Et on aurait peut-être à recueillir du bon sens et après tout, même si la parole n'est pas toujours à accorder avec toujours rigueur auprès des enfants, mais je pense que faire participer les enfants, leur faire exprimer leur désarroi et leur proposer de donner leur avis. Ouais. Voilà. C'est une suggestion, c'est une très bonne suggestion, mais évidemment qui dépend de l'éducation nationale, comme vous le savez. Et moi, je trouve que vous devriez envoyer, en tout cas, on relaye votre désir et votre opinion à Jean-Michel Blanquer. Ça me paraît très important. C'est vrai qu'on pourrait envisager un certain nombre d'initiatives dans ce sens-là. Augustin ? Voilà. Absolument. Après Brigitte, nous avons Emmanuel, donc on espère qu'on ne nous écoute pas de l'Élysée. Nous sommes maintenant avec Vincent qui nous appelle de l'île de la Réunion. Vincent, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Vincent, on vous écoute. Alors tout d'abord, merci beaucoup Sud Radio, on vous adore ici aussi. Merci. Et donc voilà, donc nous, moi j'avais juste une réflexion qu'on n'entend jamais, mais alors partout, et je me bats pour qu'on ait juste cette réflexion-là. Allez-y. L'auditrice juste avant, elle parlait de vraiment de bon sens. Est-ce qu'on va juste se poser une question, c'est celle-ci, c'est se dire, est-ce qu'on va administrer à l'intégralité de la population mondiale un produit expérimental. Voilà. S'il se passe quelque chose à N+3, N+5, N+10, un truc vraiment irrémédiable. Donc c'est un autogénocide. C'est une question qui. C'est une question qui est. Oui, vous avez raison, mais c'est une question qui est déjà posée. Vous savez juste un mot avant de la parole à Béatrice Rosen. Vous savez déjà que la Cour suprême des États-Unis a admis l'organisation d'un Nuremberg 2 visant Anthony Fauci, visant un certain nombre de responsables, enfin, entre guillemets, qualifiés de responsables de cela. Justement, en utilisant cet argument-là, en disant, attendez, les vaccins sont encore dans la forme expérimentale, 2022-2023. Est-ce que, on a accéléré le processus? Est-ce qu'il n'y a pas de vrais problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas des tentations extrêmement dangereuses, enfin, des résultats extrêmement dangereux dans les années à venir? Ce que je peux vous dire, c'est que la plainte est lancée, pas seulement en Amérique, mais en Allemagne et ailleurs. Je ne sais pas si ça aboutira ou pas, mais la Cour suprême des États-Unis, en tout cas depuis avant-hier, a estimé la plainte recevable. Béatrice ? Pour aller dans le sens de ce monsieur, j'aimerais poser une question. Étant donné qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas le recul, alors tout le monde raille cette notion de recul en disant mais on a injecté des milliards de gens, sauf que le temps est un élément du recul, incompressible. Et donc, étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer, tout peut peut-être bien aller ou pas. Qui est radical ? Voilà. Oui. Qui est radical ? Est-ce que ce sont les gens qui veulent proposer ce produit aux personnes à risque selon un bénéfice-risque avec un vrai discernement, ou est-ce que ce sont les gens qui veulent inoculer 7,8 milliards d'êtres humains, plus peut-être des animaux sauvages, étant donné qu'on sait maintenant qu'il y a des réservoirs animaux? Qui est radical ? Oui. C'est ma question. Quel sens a donné à la radicalité aujourd'hui? Vraie question. En tout cas, elle est posée internationalement, il faut le savoir, par beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on le dit et qu'on ne le sait. Et les questions, vous les posez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite à Saint-Malo avec Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est comment est-ce que les prescripteurs peuvent prescrire un produit dont ils ne connaissent pas le contenu. Mais c'est juste une folie. Surtout à l'heure des technologies, vous savez, NBIS, la fameuse convergence NBIC, des nanobiotechnologies. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans. Allez-y gaiement, c'est juste une folie. Je crois que personne ne comprend ce que c'est que la force et l'imaginaire des nanos. Oui, d'abord, il faudrait connaître, effectivement, il faut avoir une certaine culture, et une culture certaine là-dessus. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez très très bien. Au départ, il y a eu quoi? Il y a eu le fait qu'il y avait, disons, en période extrêmement précoce, il y a des traitements, on le sait aujourd'hui, et presque tout le monde le sait. Sauf que ces traitements valaient 5 €. Et vous imaginez qu'on va quand même pas donner les traitements à 5 € quand on peut en donner à 1000 ou à 500 €. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement, incontestablement, et là, c'est un problème sociologique beaucoup plus que médical, je dirais beaucoup plus, et politique, c'est que la mise à l'écart des médecins de ville. Rappelez-vous que les médecins de ville, les médecins traitants, les médecins prescripteurs, c'est eux qui prescrivent. On va parler de général. Eh ben, eux, ils n'avaient pas le droit de parler. Eux, c'était taisez-vous, foutez-nous la paix, Doliprane et paracétamol, et si ça ne va pas vraiment, appelez le 15 ou BFM TV, vous avez le choix. Mais pour revenir à ça, c'est ça le problème. Et quand vous dites ce que vous dites, oui, il y a ce problème-là, et on espère, et moi le premier, mais on est tous comme ça, que les vaccins vont marcher, que ça va donner quelque chose et que les 4/5 des gens vont être bien. Maintenant, effectivement, il y a cet inconnu. Mais vous savez... Non, André, non, parce que c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est l'identité numérique incorporée. Et le seul qui manque dans le débat à pousser, c'est Cédric O. Parce que le but, c'est vraiment... Le secrétaire d'État chargé du numérique, vous Mais bien sûr, parce que... Est-ce que vous savez ce que c'est que les technologies cognitives? Oui. Ce sont les technologies qui veulent connecter l'homme à la machine, à l'intelligence artificielle. Et l'identité numérique incorporée, 24/24. Eh ben, pour moi, il est là le sujet. Il n'est pas du tout dans le virus, dans les chiffres qui noient tout ça. Vous voulez dire, on veut machiner le monde, on veut le normaliser. Je demande un débat sur le transhumanisme dans ce pays et je veux savoir si ce gouvernement assume son transhumanisme. Et je veux que le consentement, il faut qu'on nous explique les nanos, putain, parce que c'est vraiment d'une puissance extraordinaire et on peut imaginer tout et faire tout ce qu'on veut avec les nanotechnologies. Voilà. Alors, Béatrice Rosen voudrait intervenir là-dessus. Je suis d'accord avec ce monsieur. Le débat sur les nouvelles technologies qui avancent de façon exponentielle vont bientôt nous dépasser et il faudrait s'en saisir. Et je regrette que même les candidats pour la présidentielle ne se saisissent pas de ce sujet. On va donner le pouvoir à des gens qui auront des moyens extraordinaires parce que toutes ces nouvelles technologies sont des moyens potentiellement formidables mais aussi potentiellement extrêmement dangereuses pour la civilisation humaine. Donc il faut vraiment avoir un débat de société sur ces choses-là. Alors ce débat de société, on revient à ça et on revient à l'école, à la formation, il est tracé dans certains cas très peu, je suis d'accord avec vous, beaucoup moins qu'il ne le faudrait, mais là aussi il faut de la connaissance, et je pense que là effectivement les médias et l'éducation nationale pourraient faire beaucoup plus qu'elles ne le font par rapport à la culture, cette culture des nanotechnologies et cette culture de l'intelligence artificielle qui effectivement on voit très bien, on parle déjà de puces implantées dans la main pour que vous ayez tout ce qu'il faut à domicile, c'est le cas de le dire. C'était une thèse complotiste il y a encore quelques mois, il me semble. Bien sûr, mais rappelez-vous que si vous osiez dire que le virus était échappé d'un laboratoire à Wuhan, vous étiez un complotiste dégénéré. Ou qu'il y aurait un pass.
Ou qu'il y aurait un pass, oui, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric pour votre appel. Nous allons maintenant à Amboise avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Donc moi je suis Julie, je suis d'Amboise, je suis maman de 5 enfants. Oui. Et aujourd'hui je suis effarée. Donc je suis vaccinée, doublement vaccinée, mais qui ne fera pas sa 3e dose. Bien trop malade avec les 2 premières. Ah ouais. Et j'ai fait le choix, en ayant consulté mon médecin traitant, en lui expliquant de ne pas vacciner mes 3 ados. Parce qu'il m'avait dit, les adolescents, on les vaccine en fait essentiellement pour éviter qu'ils transmettent le virus. À l'heure actuelle, on se rend bien compte que même vaccinés, on continue, les ados comme nous, continuons à transmettre ce virus. Donc moi, quelle est cette folie où on a un gouvernement qui va voter un pass vaccinal pour des adolescents à partir de 12 ans, pour lesquels on va les priver de sport, on va les priver de vie sociale, on va les priver de cinéma, parce que leurs parents a fait le choix éclairé, en tout cas en toute connaissance de cause, de ne pas les vacciner pour une maladie qui ne les concerne pas. Moi, hier, dans ma salle de bain, j'en ai pleuré parce que je ne sais plus comment faire pour que mes enfants puissent continuer à vivre normalement, alors que je prends une décision qui, à mon sens, est une décision qui est bien pour eux. En tout cas, moi, je ne veux pas prendre de risque qu'ils aient une myocardite, une péricardite ou quoi que ce soit. Mes enfants sont en bonne santé. Mes enfants font du sport, mes enfants sont bien. Sauf que l'État a décidé, en fait, de prendre comme bouc émissaire nos enfants. Et aujourd'hui, moi qui suis, en plus, je suis assistante sociale, je vois au quotidien la détresse des jeunes. Des jeunes pas vaccinés qui ont fait ce choix-là. Et on a plus de gens actuellement en psychiatrie que des gens qui ont des problèmes de maladie, en tout cas chez les jeunes. Quand on écoute Marie-Estelle Dupont et d'autres médecins, il est grand temps de s'inquiéter de la santé mentale de nos jeunes. Et je me demande comment ces parlementaires peuvent aller voter des lois quand ils mettent de côté des jeunes. Il y a 1 million de jeunes entre 12 et 18 ans qui ne sont pas vaccinés. On a quasiment plus de 2 millions de personnes qui ont plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées. Je pense qu'à un moment, on doit faire peut-être entendre aux gens qu'ils ont peut-être un bénéfice. Les gens doivent être libres de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, de choisir en connaissance de cause. Mais à un moment, je me dis, il faut arrêter avec nos enfants. Et je pense que moi, je n'arrêterai pas. Je ne suis jamais descendue dans la rue de ma vie, mais j'irai. Depuis ce pass sanitaire, j'y suis descendue. Samedi, j'y serai, parce que je pense qu'il est inacceptable qu'on accepte ce monde qui arrive là pour nos enfants. Ils ne peuvent pas être le bouc émissaire de ce gouvernement. Ces enfants-là ne risquent rien. Ces enfants-là vivent avec ce virus. Moi, je ne veux plus les voir masqués. Je ne veux plus les voir aller à l'école. Mes petites me disent, mais maman, si on enlève le masque, on se fait punir. Les enfants sont dans la crainte pas du virus d'être punis parce qu'ils ont enlevé le masque. Bien sûr, la carotte et le bâton. C'est pas nouveau, ça, hélas. Béatrice Rosen, vous vouliez réagir. Je suis d'accord avec madame. On est en train de faire de nos enfants la variable d'ajustement de la faillite de l'État ou du gouvernement sur l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont failli, ils n'ont pas renforcé l'hôpital en 2 ans. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il y a une politique terrible qui est en train de démanteler l'hôpital. Et maintenant, c'est nos enfants qui vont payer et nous, mais surtout nos enfants, qui vont payer le prix de toute cette inefficacité ou de cette incompétence même. Et ce n'est pas une politique sanitaire quand on empêche des enfants en pleine santé, dans la force de l'âge, de faire du sport. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une politique sanitaire. Ce n'est pas pour le bien de la santé. C'est pas juste ne pas avoir le Covid. C'est global. C'est aussi la santé psychologique. Il faut faire du sport. Il faut manger bien. Où sont les campagnes de sensibilisation par rapport à la création de comorbidités? On enferme les gens, ils mangent plus, on les empêche de faire du sport. Enfin, c'est n'importe quoi. Pardon, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je rentre totalement dans votre sens, où on a des débats à la maison, on explique aux enfants notre choix, pourquoi on ne veut pas les faire vacciner. Parce que pour mes ados, bon, pour l'instant, ils le comprennent plus ou moins, mais pour eux, le vaccin, c'est juste d'avoir une vie. On s'est vacciné pour vivre. Oui, bien sûr. Pour vivre, avoir une vie sociale. Mais comme énormément d'adultes, oui. D'ailleurs. Ils se vaccinent pour pouvoir sortir, aller, venir et faire... Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est que les virus, il va y en avoir de plus en plus. Je pense que notre santé va dépendre de la santé de la Terre et qu'aujourd'hui, en fait, notre santé va dépendre aussi de notre alimentation. Et comme le disait Madame Rosen, et alors vraiment de façon très éclairée, je trouve, qu'il faut peut-être réduire les risques de comorbidité avant de vouloir imposer à toute une population des vaccins, quoi. Mieux manger,
faire du sport, avoir un rythme de vie un peu plus cohérent. Si je peux juste rajouter quelque chose, je trouve aussi délétère cette politique qui finalement se base sur la division. On est en train de creuser des divisions entre les jeunes, les plus âgés, les gens sains, les gens avec des comorbidités, les vaccinés, les non vaccinés. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce démantèlement complet du lien social au lieu de rassembler? Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui tire les gens vers le haut, qui transcende, qui rassemble, qui fait sortir le meilleur chez les individus. Pas quelqu'un qui incite à la délation, à la division, à la méchanceté, au pointage de doigts, au flicage permanent. Franchement, c'est triste. En tout cas, moi qui suis un petit peu découragée ces derniers temps, merci beaucoup d'avoir ce discours qui nous fait sentir un peu moins seuls, nous parents. En disant qu'est-ce qui arrive, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous nous apportez au quotidien. Merci à vous et on continuera. Merci Julie pour votre appel. Bon après-midi à vous. Merci. Et avant la pause, nous sommes avec Paul qui nous appelle de Marmande. Bonjour Paul. Oui, bonjour Paul. Bonjour à tous, bonjour André, heureusement que vous êtes là. Alors, je me présente en vitesse parce que le temps est compté. Donc, biologiste, biochimiste, diplômé de l'Institut Pasteur en microbiologie et biostatisticien. Je suis à la retraite, j'ai le temps, donc je passe mon temps à faire des statistiques. Donc, c'est bien, au moins vous avez la formation et la compétence. En direct, donc j'exploite directement les fichiers Excel tout le monde peut télécharger sur le site du ministère. Du 1 au 19 décembre, il y a eu exactement 2429 décès. Du 1 au 19 décembre 2021, là, oui. De 21, bien. D'accord. Sur ce chiffre, les vaccinés, c'est 1460, donc 60% de décès chez les vaccinés. Et j'en profite pour dire aux vaccinés qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois, sans rappel, eh bien, ils étaient 675 à décéder. Voilà. Maintenant, si on prend du recul, ça veut dire le vaccin ne marche pas. Alors, ce que j'ai pas dit dans ma présentation, quand j'étais jeune chercheur, j'ai travaillé à la recherche économique et j'ai travaillé sur la mise au point d'un vaccin pour les vaches, pour les mammites des vaches. Donc, je connais bien les vaccins. Alors, ce que j'invite à faire à vos concitoyens, c'est d'aller voir sur les sites européens de la NSM et de l'Eurovigilance le nombre de décès par les vaccins. Alors, ça ne se dit pas assez. AstraZeneca est interdit en France. Il n'est pas interdit, mais on ne le fait plus parce qu'on a vu qu'il avait des effets secondaires. Par contre, on le donne aux Africains, ce qui était un scandale. Bon. Et Janssen, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Mais les gens... Alors, voilà. Moi, j'ai été biberonné au vaccin. Dans toutes mes études, j'en pouvais plus à la fin. Vous voyez, je connais tout par cœur, la biochimie, les vaccins. Bien. Alors maintenant, je comprends que les gens qui ne sont pas informés, ils ont été évangélisés avec des grands gourous du 20h, moi j'ai pas de télé, je sais pas ce que, avec des grands gourous du 20h qui leur ont dit le vaccin va arriver, le Messie va arriver, le Messie arrive. Moi je suis pas vacciné, je suis un mécréant, donc je suis un homme à abattre. Et quand on voit des journalistes, je sais plus son nom, à Charpe Rouge là, qui dit on a la liste, donc on revient à monsieur Chiche, on a la liste des non vaccinés, on va les chercher. Avec des gendarmes et on les vaccine. Je peux vous dire qu'il y aura un fusil à la maison parce que moi je suis en pleine campagne. Voilà, je suis confiné, je suis auto-confiné. Voilà. Donc je vois personne. Ce sera fort à l'amour. Voilà. Bon, donc si vous voulez, ça veut dire que on a la milice qui est prête. Parce que il faut comprendre, ils sont tellement évangélisés, ils croient tellement que le vaccin ça va nous sauver. Mais vous savez que Pfizer, c'est le laboratoire qui a été le plus en amende. Oui, on le sait. Oui, 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, Pfizer a 10 000 milliards de côté en cas d'attaque par des juges. Voilà. Ouais. Bon, cela dit, c'est vrai, mais je ne sais pas pour modérer la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui sont vaccinées. Et heureusement, Dieu merci, ou Providence merci, ou ce qu'on croit, il n'y a pas des milliards de morts. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, franchement, on ne peut pas dire du tout que les vaccins ont provoqué une hécatombe. Maintenant, on vous dit, il faut voir, attendez et voyez. Le vrai problème, il est, et vous avez raison de
de le poser. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que, effectivement, ce que disait Béatrice Rosen et nos auditeurs et auditrices, il ne faut pas diviser, il ne faut pas faire une espèce de ségrégation, d'apartheid et de trucs entre les gens, parce que à partir du moment où on a prouvé que le vaccin transmettait, et on pouvait à la fois recevoir la maladie et transmettre la maladie quand on est vacciné, ça apporte un peu plus d'humilité, de modération et de sens de la proportionnalité. Et on assiste ça n'a pas été dit assez. Et alors, pour terminer, la bonne nouvelle, il faut le savoir, un vaccin français va arriver, franco-autrichien, donc une boîte de Nantes, une start-up, voilà. Et on en a parlé, à l'ancienne, inactivé. Donc voilà, et là, j'irai me faire vacciner. Écoutez, que la Providence vous entende, on verra bien. Oui, je vais juste rajouter qu'on assiste à des dérapages hallucinants dans la presse française. Par exemple, il y a un professeur qui s'est exprimé dans le JDD hier. J'étais tellement choquée. Vous en avez parlé. Le professeur Grimaldi. C'est ça, qui propose de laisser mourir. Donc il y a une espèce de peine de mort. Il disait que les pourquoi ne pas laisser les non-vaccinés rembourser la réanimation s'ils doivent aller en réanimation. Mais si vous n'avez pas été vacciné... Moi, je veux bien avoir ce débat jusqu'au bout. Non, parce qu'on peut vous dire aussi, on dit, écoutez, vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Dans ces cas-là, moi je veux bien avoir ce débat, mais ayons-le jusqu'au bout, parce que ça fait basculer notre régime de solidarité à un régime de responsabilité individuelle sur la santé. Dans ces cas-là, tous les gens qui sont responsables d'une maladie, que ce soit une EMST parce qu'ils ne se sont pas protégés avec un préservatif, que ce soit... Non mais allons jusque-là. Un cancer, malbouffe, diabète, etc. Moi, je suis à l'aise. Je mange bio, je fume pas, je bois pas. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ayons ce débat jusqu'au bout. Mais dans ces cas-là, ce ne sera plus un régime de solidarité. Il faut le savoir. Et la France, qui était une et indivisible, sera, avec cette loi de passe vaccinal, désormais divisée en deux types de citoyens, les vaccinés, les non-vaccinés. Et les vaccinés, ce ne sera que temporaire jusqu'à la dose N+1. Voilà, il faut le savoir. En tout cas, il vous reste un quart d'heure pour nous appeler. Merci à tous ceux qui nous appellent depuis le début de cette émission au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on poursuit cet échange entre nos auditeurs et Béatrice Rosen et évidemment André Berkov qui fait sa rentrée. Et nous sommes avec Christian qui nous appelle d'une ville qui n'est pas faite pour les gestes barrières puisque vous nous appelez de Bise. Bonjour Christian. Bonjour Christian, allez donc, vous le faites exprès là Christian, bravo. Je suis provocateur, que voulez-vous, j'y peux rien. C'est bien. Voilà, Christian, on vous écoute. Voilà, bonjour Monsieur Berkov, bonjour de me recevoir vous dans votre émission parce que j'avais fait des tentatives sur France Inter lors de l'intervention de Monsieur Véran pour lui demander des explications par rapport à ce dont je vais vous expliquer, enfin poser ma façon de penser. Allez-y. Et j'ai pas été retenu sur l'appel, donc j'ai pas compris pourquoi. Non, vous savez pourquoi? Non, c'est pas une. Non, je vous explique parce que certaines gens, je comprends, il n'y a aucune intention, je dirais, ou malfaisante ou discriminatoire, soyons-le. Mais vous savez, le standard est quelquefois débordé et effectivement, c'est très difficile d'avoir la place qu'il faut et le temps qu'il faut. C'est pour ça qu'on essaye de varier le plus possible. Voilà. Oui, mais c'est pas avec vous que je parle. C'est sur la chaîne de France Inter. Voilà. Donc voilà. D'accord. Voilà. Donc. Alors, on vous écoute. Écoutez. Moi, je me pose une question très très simple. En fait, mon épouse est infirmière, donc elle a dû intervenir sur un service de Covid et elle est tombée malade. Oui. Moi j'ai. Elle a le Covid, c'est-à-dire elle a eu le Covid. Elle a eu le Covid. Elle a eu le Covid il y a un an à peu près. D'accord. C'était avec le variant Delta, donc quand même qui était relativement, je veux dire. Oui, fort, oui. Voilà. Et donc moi j'ai continué à vivre avec elle, à manger avec elle, à dormir avec elle. Je n'ai pas été malade. D'accord, donc j'ai suivi tout le protocole sanitaire qui m'était demandé. Vous avez fait un test qui s'est révélé négatif ou pas? Ah oui, tout à fait. Donc j'ai été déclaré auprès de la sécurité sociale. Donc j'ai fait un test une fois que j'ai été déclaré cas contact et j'ai refait un test une semaine plus tard. D'accord. Voilà, donc j'ai suivi le protocole. Donc dans les deux cas, j'ai été négatif. Ça c'est ma première raison. Ma deuxième raison, donc je travaille dans un endroit quand même, dans un bureau d'études où donc il y a un gamin qui a été malade qu'on avait avec nous. Donc pareil, le mercredi, il a été toussé, il était mal fichu. 2 jours après,
Il a eu le Covid. Je n'ai rien déclenché. Et il y a un mois, pareil, un autre collègue comme ça qui a été malade. Pareil. Donc 2 jours après, il annonce qu'il n'a pas été malade. Et pourtant, j'étais en contact direct avec lui. Et je n'ai pas été malade non plus. Je n'ai rien déclenché. J'ai fait des tests bien sûr derrière pour savoir si il y avait quelque chose. Voilà. D'accord. Et à chaque fois, j'ai été négatif. Donc j'aimerais comprendre pourquoi on obligerait des personnes, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont. Oui, vous êtes cas contact. On vous dit restez chez vous et isolez-vous. Voilà. C'est ça, et isolez-vous, et même en restant en cas contact avec la personne qui est malade, on n'attrape pas la maladie. Donc, est-ce que ça ne serait pas intéressant de savoir pourquoi ces personnes-là n'attrapent pas la maladie? Je sais bien qu'on n'est pas tous équivalents par rapport à la maladie, face à la maladie. On est tous génétiquement différents. Mais voilà, donc, est-ce qu'il n'y a pas certainement une... Non, mais vous l'avez dit, c'est vous qui avez donné, vous savez, la réponse fondamentale, vous l'avez donnée vous-même, Christian. Le problème, c'est que personne n'est égal face à cette maladie ou autre. C'est-à-dire nos métabolismes, nos ADN, et ça tous vous le disent, on est complètement différents. Et c'est pour ça que le vrai problème qui est posé, c'est qu'on fait des lois et qu'on essaye de faire des règlements pour tous et de la même façon à des gens qui fondamentalement sont différents. C'est-à-dire que vous, cas contact, vous avez été négatif tout le temps, vous auriez pu avoir quelqu'un d'autre que vous qui aurait pu être positif. C'est que vous avez une sérologie, vous avez des anticorps, vous avez une immunité naturelle, et on revient à cette immunité naturelle dont personne ne parle, mais c'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'immunité naturelle. Ce qu'il faut, et quand on parle de la bouffe ou de la bonne bouffe, non pas la malbouffe, c'est de fortifier l'immunité naturelle. Il est là. Plus vous avez une immunité naturelle, ce qu'ont les enfants, et les enfants ont une immunité naturelle beaucoup plus importante, plus vous êtes préservés. Voilà, et vous devez avoir une bonne immunité naturelle, et cela vous préserve. C'est ça. C'est pour ça que faire des règlements imbéciles pour tout le monde de la même façon est complètement improductif. C'est ça. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que moi, de mon côté... Pour aller dans votre sens, monsieur, je crois que c'est... les gens sont en train... Les chercheurs sont en train de chercher justement des tests qui pourraient... Ils ont des... Enfin, j'ai parlé à des connaissances qui sont dans ce milieu, dans le milieu scientifique, et il y a des gens qui sont en train de chercher justement... Ils ont des pistes pour déterminer peut-être des facteurs chez certaines personnes qui expliqueraient pourquoi. Voilà. Et pour aller dans votre sens, ma grand-mère qui avait 101 ans, donc qui est décédée, pas du Covid, n'a jamais attrapé le Covid, n'était pas vaccinée, elle ne le souhaitait pas malgré tout ce qu'on lui a dit. Et c'est une des seules qui ne l'ait pas attrapée dans son EHPAD, alors qu'elle était cas contact dans tous les sens. Et voilà, donc vous n'êtes pas seule. Non, je suis pas seul, mais voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à faire comprendre à tous ces dirigeants qui sont vraiment omnibulés par ce vaccin, que ben voilà, il n'y a pas. Je crois qu'il faudrait prendre certaines choses vraiment à bras de corps et dire attention, non, il y a des personnes, c'est pas la peine de les vacciner. Il y a des personnes, je suis sûr aujourd'hui, qui ont été vaccinées et qui ne devaient pas être vaccinées. Et peut-être qu'on a même affaibli, à la limite, je dirais, leur système immunitaire avec cette injection. C'est toute la discussion aujourd'hui de savoir si les variants sont provoqués par telle ou telle démarche vaccinale ou autre, médicale, effectivement. Non, mais on n'est pas égaux. L'imbécilité, c'est ça ce qu'on vous dit. Faites une sérologie. Allez faire des examens de sang, faire une sérologie. Est-ce que vous voyez combien d'anticorps vous avez? Chacun d'entre nous devrait faire une sérologie régulièrement. C'est pas un vaccin, ça, la sérologie. Non, voilà. Et donc, là, moi, aujourd'hui, ce qu'on appelle être aujourd'hui un vaccin, non, c'est un booster d'anticorps avec laquelle on stimule d'une façon naturelle, non naturelle, le système immunitaire. Alors et à savoir encore comment ça va marcher et de quelle façon. Merci, merci Christian pour votre appel. Eh bien, on aimerait bien que cet après-midi, il y ait la discussion sur le pass vaccinal. On serait bien que les députés, qui sont les représentants du peuple, qui sont le pouvoir législatif, s'occupent de ça et répondent à votre question. Merci Nathalie et merci Béatrice Rosen. Merci beaucoup, merci de vous engager en tout cas pour nos auditeurs qui nous ont appelés au 0826 300 300, merci à eux. Et puis écoutez, ça nous fait une parfaite transition puisque Brigitte Lahaye, vous savez, chaque année on se souhaite bonne santé, maintenant on va se souhaiter bonne liberté. Et elle reçoit Daniel Ballesteros, auteur de Se soigner, c'est s'écouter, l'amour c'est bon pour la santé. À tout de suite.